Il est 6h du BAT et c'est la période estivale. On en profite donc pour faire un hors-série, les vacances du BAT. Alors si tu veux entendre parler de projets innovants, d'événements organisés durant l'été liés au BTP et toujours plus de partage d'expériences de pros du secteur, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du BAT et on se retrouve pour un nouvel épisode des vacances du BAT, un épisode qu'on enregistre en direct de la Forge Rayonnante, l'atelier de Léo Malouane que j'accueille aujourd'hui pour parler de son métier, taillandier. Salut Léo. Salut. Écoute Léo, merci de m'accueillir chez toi, enfin dans ton atelier, là où tu passes le plus clair de ton temps, sur un métier qui est peu connu et qui mérite d'être largement mis en valeur. Avant de parler de ce métier-là, je vais te laisser mettre un peu de contexte à cet épisode, nous dire qui es-tu, ton parcours, et puis comment tu es arrivé jusqu'à la Forge Rayonnante, qui est ton activité maintenant, ton activité de taillandier. Eh bien, bonjour à tous déjà, et puis je m'appelle Léo Malouagne, j'ai 30 ans, bientôt 31, et je suis à mon compte depuis 3 ans en tant que taillandier, artisan, donc en entreprise individuelle. Et donc voilà, donc je suis un fabricant d'outils forgés main en France, qui a pour vocation de rendre l'outillage de qualité français accessible. Et donc du coup, si on enregistre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de te citer comme invité qui réveille le BTP. On va sûrement en reparler plus tard dans un autre temps de l'épisode où on va parler d'un chantier hors norme, un chantier sur lequel Brendan Gu avait travaillé et par le biais duquel vous êtes connu et par le biais duquel il t'a cité comme invité qui réveille le BTP. Du coup, tu l'as dit, tu es taillandier. C'est quoi taillandier et comment tu es devenu taillandier? Parce que c'est pas un métier qu'on croise forcément souvent. C'est un métier qui est plutôt, ancestral, on va dire, qui puise son savoir depuis des années et des années. La forge du fer, la forge des outils forgés. Et c'est ton métier maintenant. Comment tu le présenterais? Comment on devient taillandier? Enfin, dis-moi le plus possible de choses sur ce métier qui est plutôt fascinant. Alors c'est un métier qui a en effet failli disparaître il y a quelques décennies. Il ne restait plus qu'un seul qui s'appelle Bernard Solon, paix à son âme, il est mort en 2022, juillet 2022. Et c'est vrai qu'on est un peu orphelin de ce métier-là, donc en termes de formation, c'est assez court, puisque en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation de taillandier qui existe. Donc c'est vraiment un métier qui est à cheval entre la ferronnerie d'art, la coutellerie et l'ingénierie générale. Pourquoi? Parce que dans les facteurs d'un outil, on a 3 grands facteurs qui sont la géométrie, les traitements thermiques, c'est la chimie du métier, et le choix de l'acier, donc qui est aussi de la chimie. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus enseigné et on doit donc réapprendre tout ce métier-là pour en faire des outils donc sur des outils performants aujourd'hui. Mes meilleurs formateurs ont été les gens de métier qui m'ont expliqué en fait simplement les tenants et aboutissants de tels outils. Par exemple, les charpentiers qui m'ont expliqué comment devait être un ébauchoir, comment devait être une demi-bisaiguë, etc. Et j'ai pu réaliser avec mes techniques et avec mon expérience sur le tas, comme on dit, après, pour en réaliser quelque chose le plus proche possible de leurs exigences. Donc le métier de taillandier, c'est un métier donc orphelin, mais qui a un grand avenir devant lui. Car de mon côté, moi je fais uniquement pour les métiers du bois, quasiment. Et j'ai déjà 6 mois de délai, 6 mois de demande sur l'outillage au bout de 3 ans d'activité. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle demande sur tous les autres métiers, qu'ils soient agraires, de la menuiserie, de l'ébénisterie, j'en fais aussi pas mal, de la taille de pierre, de la couverture, etc. Tout ça. Donc voilà, moi je le présenterai non pas comme un métier ancestral, mais surtout comme un métier plein d'avenir qu'il faut redécouvrir. Ok, belle présentation du coup du métier. Merci. Si je t'invite aussi sur le podcast donc pour cet épisode des vacances du BAT, c'est parce que tu as des liens, du coup comme tu as un peu esquissé des liens avec des métiers du bâtiment, notamment du coup ceux qui utilisent des outils en fer forgé, comme les charpentiers, les menuisiers, les couvreurs, les tailleurs de pierre aussi. Des métiers qu'on a pu retrouver sur pas mal de chantiers, notamment de monuments historiques, avec les compagnons qui ont ces besoins-là. Comment on arrive à faire des outils pour ces métiers-là, quand justement il n'y avait pas forcément la partie formation
la partie savoir qui était transmis sur les liens entre ces métiers et ton savoir, toi, de forgeron, du coup, de ferronnier, que tu étais à la base. Comment on fait cette bascule justement pour faire des outils pour les métiers manuels du bâtiment? C'est un parcours de vie, hein, très personnel en tout cas en ce qui me concerne. Pour mes autres confrères, on est à peu près une dizaine en France, hein, à en faire. Parcours de vie très personnel qui, moi, euh, m'est venu suite à mes nombreux travaux que j'ai pu faire en tant que ferronnier d'art, en tant que salarié. Déjà, c'était le désir aussi d'être moi-même à mon compte, d'être mon propre patron, et également aussi pour travailler pour des gens qui sont mes semblables, qui sont d'autres artisans. Parce que je travaille beaucoup pour les monuments historiques ou le luxe, et c'est quelque chose qui m'a vraiment déplu à la longue. Euh, et je voulais vraiment être très utile à la société et à ce que j'estime être utile à la société. Donc je suis revenu vraiment à l'essence même du métier de forgeron, qui est celui de fabriquer de l'outillage. Ouais. Faire de ton métier manuel un service pour d'autres métiers manuels, du coup, qui ont d'autres utilités. Exactement. C'est un peu ça ce parcours que tu as réussi à faire. Essayer de retourner à l'essence même du métier, qui est le travail manuel des outils de forgeron, du coup, faire de l'outillage pour d'autres métiers. Quel métier, du coup, tu outilles? À quel métier tu te dédies, du coup, dans ton activité? Quel genre d'outillage tu fais? Tu as parlé de charpentier, menuisier, principalement des métiers du bois, c'est ça? Principalement des métiers du bois, mais il m'arrive aussi de travailler pour les métiers de la maroquinerie, les métiers du cuir, mais aussi pour les couteaux demi-lune par exemple, mais aussi pour les métiers de taille de pierre, dont j'aimerais vraiment développer une gamme plus conséquente dans peu de temps. Après, le souci avec ça, c'est que chaque prototypage prend énormément de temps sur ces outils-là, puisqu'on doit redécouvrir tout ça, les techniques de fabrication et aussi les exigences. Puisque aujourd'hui, le gros problème qu'on a avec les fabricants d'outils, c'est qu'ils n'ont plus du tout, traditionnels, je parle, ils n'ont plus du tout de contact avec les utilisateurs directement. Ils ont un contact avec le commercial, qui eux vont avoir un contact avec l'utilisateur. Donc on a un intermédiaire qui n'est pas forcément, qui ne relate pas forcément des bonnes exigences d'un côté comme de l'autre. Et renouer avec ça prend beaucoup de temps. Mais j'en ai bien la volonté de le faire, et donc voilà, là-dessus. Mhm. Ouais, en gros, c'est d'essayer de retourner à des outils qui sont faits pour le terrain, alors on pourrait se dire, bah, avec l'évolution, avec les machines, avec les nouvelles techniques, chaque métier du bâtiment, les corps d'état du bâtiment, menuisier, métier du bois, peut-être qu'avec des machines, ils pourraient faire la même chose, et au final, on se rend compte qu'ils ont quand même besoin d'outillage fait main, fait du coup, comme tu peux le faire avec ta forge, fait sur mesure un peu, fait pour un but précis, une problématique précise et avec des conditions particulières qu'une machine ne pourrait pas faire finalement. Après, même au-delà de la machine, c'est qu'on a tellement embrayé le pas sur la machine-outil, l'électroportatif, etc., qu'on en a perdu énormément les savoir-faire anciens de l'outillage à main. Et on se rend compte aujourd'hui que lorsque les gens reprennent cet outil-là, ils se disent, bon, bah, en fait, c'est aussi rentable qu'une machine, voire plus, sur certaines opérations, en effet. Et c'est là où ça peut être très intéressant, nous, en tant que taillandier, en tant que fabricant d'outils, de se mettre dans cette niche-là. Ouais. Mhm. Et donc du coup, pour faire un outil pour les métiers du bois, pour charpentier, menuisier, et là on va vraiment arriver sur le côté vraiment plus technique et côté terrain. Par quel moyen tu pars c'est quoi ta base pour travailler un outil? Quels matériaux tu utilises? Comment ça se passe un peu un process d'outillage, par exemple, pour faire les non, comment t'appelles ça? Les ébauchoirs. Les ébauchoirs, voilà. Les ébauchoirs que tu as pu faire, par exemple, pour les compagnons qui étaient sur le chantier Notre-Dame, qu'on abordera un peu plus tard. Comment tu fais pour faire un ébauchoir? C'est quoi ta base et comment tu le travailles? Et ben, sur l'ébauchoir, ça va être plus simple que sur les autres outils, parce qu'il n'y a qu'une seule matière, c'est l'acier. Donc déjà, il faut bien comprendre, bon, il y a 3 grands facteurs dans un outil, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, on part sur le choix de l'acier. Donc, quelle section on va utiliser pour avoir quelle épaisseur à la fin, puisque c'est une transformation à chaud de la matière, et on vient donc chauffer la matière pour en modifier sa forme par forgeage, pressage, laminage ou ce genre de procédé-là.
À partir de ce moment-là, un calcul volumique est complètement nécessaire pour arriver justement à partir d'un, je dis une bêtise, un octogone de 25 pour arriver à un plat de 50 par 8, comme pour un ébauchoir de 50 par exemple. Et c'est très important justement d'avoir ce savoir-faire-là de théorique auparavant. Mais une fois que la théorie est passée et qu'on a déjà fait pas mal ces outils-là, on peut y aller. Et à ce moment-là, bon, ce que je fais pour commencer un outil, c'est déjà j'allume la forge. Que ce soit une forge à charbon, à gaz ou à induction. Pour le moment, je suis beaucoup plus au charbon et au gaz. Je commence déjà par chauffer la matière pour la déformer, pour lui donner la forme que je veux, la géométrie qu'on veut. L'une des caractéristiques très importantes de l'outil, c'est la géométrie. Pour ensuite passer sur l'usinage pour parfaire la géométrie, que ce soit par exemple la planéité de la planche de l'outil, son épaisseur, son tranchant, l'angle du tranchant qui est très importante, le fait qu'il soit déporté ou pas, etc. Très difficile d'expliquer à la radio sans image, mais... Bon, j'essaierai d'imager un peu quelques images que j'ai pris sur place à la forge, mais vous allez voir, il y a tout un process qui est mis en place et tout un système d'outillage aussi qui sert justement qui vient servir chacune des étapes que tu es en train de décrire là justement. Ouais, et une des plus importantes étapes qui est le traitement thermique, qui permet de donner les caractéristiques mécaniques de l'outil, savoir sa dureté, sa résilience, donc résistance au choc, et son élasticité, savoir s'il va se déformer ou pas. Et ça, c'est très important de maîtriser ça sur le bout des doigts, quoi. Et donc ça, après, toi, tu arrives avec des cahiers des charges qui sont déjà bien précis de besoins à la fois techniques, à la fois géométriques et à la fois d'utilisation que tu as récupéré du coup de, par exemple, un client qui est charpentier ou menuisier sur des techniques précises, quoi. Eh bien, c'est là où c'est exactement ça, sauf que c'est plusieurs clients, puisque chacun a ses préférences personnelles, chacun a ses goûts, ses valeurs, sa façon de travailler. Et pour moi, faire un outil qui est unique à chaque personne, ce serait possible en soi, mais très coûteux. Et là, c'est pas là où moi je me positionne. Je me positionne sur quelque chose de plus standardisé pour qu'il soit plus abordable pour la plupart des charpentiers, pour proposer de l'outillage à main français de qualité. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère tous les consensus autour des exigences de ces outils-là et j'en fabrique l'outil le plus précis à ces exigences-là. Ouais, tu te sers d'énormément de retours d'expérience des différents métiers que tu sers en outils pour façonner une série d'outils qui sera peut-être plus durable aussi en termes de série, parce que tu vas pas faire c'est pas du one shot en fait, tu te sers de chaque outil pour servir un autre, tu te bases sur les expériences d'un outil que tu as fait pour forger le prochain. C'est un process qui est tout le temps en évolution. Chaque outil va pas se ressembler, va avoir peut-être la même forme, la même géométrie, mais aura peut-être des caractéristiques différentes basées sur l'expérience de la personne qui a utilisé un outil similaire et autres, quoi. C'est comme ça que tu fais évoluer ton produit. Absolument. Un petit détail qui illustre très bien ça, c'est une cliente qui est charpentière, mais qui était aussi cordiste, qui allie les deux, m'a demandé justement des ébauchoirs qui puissent justement avoir une dragonne pour éviter qu'ils tombent. Ouais. Et alors comment je fais tenir cette dragonne-là pour vraiment être sécurisant, etc. Pour pas que l'ébauchoir blesse quelqu'un ou se casse en tombant simplement. Eh bien en fait, on a conçu avec elle une espèce d'entaille qui se fait tout autour de l'ébauchoir au niveau du manche pour y placer une corde très solide pour qu'elle puisse la prendre en tant que dragonne. Et donc ça, c'est une des personnalisations qui est possible et très intéressante à faire dans mon métier, par exemple. Oui, tu pars du produit de base qui est, de l'outil plutôt de base qui est l'ébauchoir, et tu viens travailler autour en fonction des différentes problématiques métiers encore plus. Tu viens travailler un peu en forme d'entonnoir. Ton entonnoir démarre à l'ébauchoir et l'ébauchoir s'affine avec les problématiques métiers que tu vas rencontrer pour tes clients, que ce soit cordiste, charpentier, menuisier, couvreur, ébéniste, tous ces métiers qui vont avoir peut-être les mêmes savoirs au départ, mais avec leur expérience vont avoir des méthodes de travail qui sont complètement différentes, c'est ça? Oui, bien sûr. Après, il reste quand même une certaine standardisation qu'on ne peut pas forcément échapper pour que je puisse gagner ma vie, forcément. Oui. Mais oui, les personnalisations comme ça sont très intéressantes et moi, m'impliquent énormément dans ce métier-là. Et c'est aussi pour ça d'améliorer la vie directement de mes confrères artisans. C'est ça qui me tient vraiment à cœur, au final.
Oui, c'est faire de la standardisation utile, quoi. C'est Faire en ça, sorte de... que ce soit abordable, Oui. mais aussi un maximum, comment dire, que ça améliore vraiment un Ouais. maximum la vie Mhm. des gens qui entourent ces métiers-là. Oui, c'est clair. Et du coup, en parlant d'outils qui vont entourer ces métiers-là, on va parler précisément d'outils que tu as fait. Du coup, on était déjà un peu en train d'en parler, mais les ébauchoirs, des choses que tu as fait pour les métiers qui étaient présents sur le chantier de Notre-Dame. Comment ça s'est passé, cette rencontre entre les métiers présents sur le chantier de Notre-Dame et ton activité? Quels besoins ils ont eu et quel type d'outils tu leur as fabriqué, du coup? Eh bien, tout a commencé déjà, non pas avec l'entreprise de Brendan, Métier du Bois, mais c'en était une autre, Le Bras Frère, Ouais, qui faisait aussi partie du groupement de Notre-Dame avec les exactement. 4 autres structures. Euh, et ils m'ont découvert simplement sur les réseaux sociaux, ou par bouche à oreille, ou les deux, hein, il me semblait bien. Ils m'ont fait une commande groupée, mais personnelle cette fois. Donc ils ont demandé chacun un ébauchoir ou plusieurs ébauchoirs Mhm. pour directement tailler sur Notre-Dame. La grande fierté que j'ai pu en tirer, je me suis dit j'aurais pu m'arrêter là. Mais au final, c'est là où Edouard Neil, que je remercie encore, donc gérant, gestionnaire de l'agence de métier du bois de Caen, m'a contacté pour faire cette grosse commande-là, pour remercier tous les charpentiers de son Ouais. entreprise qui ont travaillé sur Notre-Dame et qui y travaillent encore actuellement, d'ailleurs, encore. Et j'ai pu honorer cette commande-là de 130 outils. Donc ça a Ouais. été quand même un sacré défi pour moi tout seul dans mon atelier. Ouais, c'est À clair. tout gérer, que ce soit administratif jusqu'à la forge, hein, donc Oui. c'est sûr que c'est pas évident. Ouais, ouais, c'est clair. Beaucoup d'artisans s'y reconnaîtront là-dedans, hein, bien sûr. Mm. Je les salue et je compatis. Ouais. C'est clair que ce genre de métiers qui sont très prenants sur le côté déjà manuel, côté forge, côté production, sont aussi très prenants côté administratif. Et ça, on n'a pas fini d'en parler aussi sur le podcast, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça devait être assez incroyable de se dire que de ton savoir à toi, ton savoir-faire manuel, tu as aidé aussi d'autres compagnons sur des chantiers qui font qu'aujourd'hui, comme on en parle un peu en amont de l'épisode, mais on est un peu contemporain de ceux qui ont rebâti Notre-Dame. Et ça, c'est assez incroyable quand tu vois l'année où ça a été fait pour la première fois et maintenant que c'est refait, un peu une deuxième naissance du bâtiment, avoir des contemporains qu'on a aidés sur ce sujet-là, ça doit quand même être hyper gratifiant quand on fait une activité, métier passion, hein, clairement, ce qui est ton métier. T'as dû sentir quelque chose d'assez fort aussi de travailler dans ce projet. Pour montrer vraiment la force de ça, c'est lorsque la charpente a brûlé en 2019, en avril 2019, ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment pour moi, toutes les charpentes et tous les assemblages, ce sont des tombes qui ont pris feu, en fait. Ce sont des gens, c'est leur seule tombe. On n'en entendra plus jamais parler de ces gens-là, malheureusement, Ouais. puisqu'elles ont brûlé, en fait. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que tous ces inconnus qui ont travaillé corps et âme sur cette charpente à l'époque, il y a 800 ans, ils sont tous définitivement disparus maintenant. Et là où être contemporain avec, par exemple, celui qui a fait toutes les chevilles de Notre-Dame, ou ceux qui ont taillé la chaise, ou des morceaux de la flèche, ou alors l'escalier monumental à l'intérieur, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qu'on ne pourra jamais se rendre compte, en fait. On ne pourra jamais s'en rendre compte. Il n'y a que dans 800 ans où on pourra vraiment Ouais. s'en rendre compte. Mais on ne sera plus là pour Oui, l'imaginer. on n'a pas assez Donc, de recul, quoi. c'est ça. Et c'est une énorme fierté pour moi, vraiment, énorme fierté d'avoir pu travailler pour tous ces gens-là, quoi. C'est clair. Mais écoute, on va arriver bientôt à la dernière question de l'épisode, qui va être un peu un résumé de cet échange, mais c'est un échange hyper enrichissant sur un métier que du coup, grâce à Brendan maintenant je connais, et grâce à toi aussi, qui va montrer un peu tout l'envers du décor de l'atelier, tous les outils que tu pouvais utiliser, les équipements, alors la forge à charbon, la forge à gaz, tout ça, toutes ces choses que j'ai pu découvrir aussi avec toi aujourd'hui. J'aimerais bien que tu puisses nous définir ton métier en une phrase, ou comment t'arriverais à définir ton métier pour quelqu'un justement qui, comme moi, vient de le découvrir et comme moi, va le découvrir sur cet épisode. Ah, c'est un travail difficile. Mais écoute, c'est un peu le travail, c'est un travail aussi difficile, je pense, que de forger toutes ces pièces que tu fais toi au quotidien. Donc C'est c'est pour ça, ça que mais le défi, je te l'impose aujourd'hui. en faire une seule phrase, c'est difficile puisque j'en passe tellement le plus clair de mon temps. C'est comme résumer 10 ans de sa vie Oui. en une phrase, donc c'est très difficile. Mais je dirais que métier plein d'avenir, plein de passion et plein de nécessité. Ok. Je pense que c'est une très bonne phrase pour ça.
Sans parler de la technique, sans parler des... Mais c'est un métier aussi, bon, il faut aussi parler des contraintes, hein, il faut être très persévérant, qui demande beaucoup, beaucoup de rigueur, qui peut être des fois très redondant, Ouais. avec les séries qu'on peut avoir. En tout cas, Fastidieux comme aussi, moi, je pense aussi. voilà, comme moi je le pratique, et très ingrat aussi. Ouais, C'est un peu l'équivalent d'apprendre un instrument à cordes frottées, ouais, par exemple. Avant de sortir une bonne note, on a 3 ans avant ouais. de faire ça. On Ouais, va c'est apprendre clair. tout le solfège, etc. C'est vraiment désagréable. Et la forge, c'est ça aussi. En tout cas, la taillanderie, c'est ça. Ok, bah écoute, c'est un résumé au moins nuancé, comme quoi chaque métier est passionnant, mais il y a aussi ses parts d'ombre et ses parts aussi qu'il faut dire. Faut être le plus clair et le plus transparent sur le métier, hein. Tout n'est pas rose dans la vie de chacun, des métiers du manuel, les métiers du bâtiment, les métiers de travaux publics. Il faut savoir dire la vérité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses passionnantes, mais il y a aussi beaucoup d'efforts derrière, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et ça, c'est quelque chose qui marquera, je pense, les esprits aussi après avoir vu tes travaux que je partagerai, puisque tu partages quand même pas mal de choses sur les réseaux. On peut te retrouver sur Instagram au nom de La Forge Rayonnante, c'est ça? Instagram, Facebook, et j'ai un site internet aussi. Ok, bah parfait. Bah, je mettrai ça en description. Et puis, en tout cas, pendant que vous êtes soit en vacances, soit encore au bureau avec l'activité plus calme, allez faire un tour sur cette belle activité qui est le métier de taillandier et le métier de Léo. Merci Léo, en tout cas, de m'avoir reçu et d'avoir passé ce temps avec moi pour m'expliquer un peu ton quotidien, ton métier, puis bah, ce chantier qui nous a plutôt rassemblés aujourd'hui. Bah, merci beaucoup à toi, en tout cas, Nicolas. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode des Vacances du BAT. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vacances du BAT. N'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le format en commentaire. Transmets tes bonnes ondes à notre invité. Et quant à nous, on se retrouve le 9 septembre pour le démarrage de la saison 3 de 6 heures du BAT. D'ici là, profite de l'été et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune occasion de réveiller le BTP.